Le thème donc de ce matin de cette cinquième conférence est donc le 44 tonnes, qui est donc un dossier assez chaud, en tout cas dans la profession. C'est l'un des points d'ailleurs qui est dans la feuille de route que Nicolas Sarkozy avait donc lancé lors de sa visite chez un transporteur dans la Loire, enfin l'un des dossiers en tout cas. Alors concernant le 44 tonnes, avant de vous présenter les différents intervenants et de lancer le débat, on va dire à bâton rompu. Donc un petit rappel, vous savez que la circulation des poids lourds, donc 44 tonnes, a été, à 5 questions en tout cas, a été autorisée depuis janvier dernier par décret dans le secteur agroalimentaire et doit être donc généralisée à partir du moment où la taxe poids lourd, l'écotaxe, donc s'appliquera. Donc ça sera probablement donc, en juillet 2013 si le calendrier est bien suivi. Et puis vous savez donc qu'il reste le 6e essieu, on aura l'occasion d'en reparler. Le Sénat doit en débattre en début janvier, je crois. Et nouveauté, donc la direction des routes, je crois, également a demandé au secteur de proposer des alternatives au 6e essieu. On aura l'occasion d'y revenir durant ce débat. Alors, vont débattre avec, donc entre eux, c'est Alexis Giret, donc directeur du Comité national routier, donc du CNR, Karel de Villeneuve, qui est conseiller des transports et de l'environnement à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Alors, on s'intéressera quelques minutes sur ce qui se fait aux Pays-Bas, donc en termes de dimension et de poids également. Thierry Bourdillon, directeur technique de la Fédération française de carrosserie, donc savoir ce que propose notamment le secteur de la carrosserie. Thierry Archambault de la SIAM qui donc représente les constructeurs de véhicules industriels en France, constructeurs étrangers donc en France. Jacques Brunel du CNPA, donc VI, président donc, de la branche camion utilitaire, car et bus. Christophe Tarot, donc ça c'est plus pour la partie constructeur. Christophe Tarot, directeur commercial Volvo Truck, et Marc Buffenoir, qui est responsable homologation chez Scania France. Alors, avant de débuter, on va faire une petite présentation de chacun concernant le 44 tonnes. On va commencer par Alexis Giret, donc directeur du Comité national routier, et on présentera tout à l'heure, après cette présentation brève de chaque participant, l'une des dernières études, en tout cas, sur le 44 tonnes, qui date de mars dernier, je crois, Alexis. Oui, alors merci d'avoir pensé au CNR pour parler de ce sujet-là. Sur l'angle économique, hein, le CNR, Comité national routier, c'est l'organisme, l'observatoire économique du marché de transport routier de marchandises français, avec un champ d'observation européen. Sur le 44 tonnes, on a une forte antériorité. Déjà en 2004, on a eu une mission ministérielle pour faire une étude assez large, hein, avec une approche vraiment socio-économique, mais il y avait aussi l'aspect microéconomie du point de vue d'entreprise de transport sur le 44 tonnes, hein, dans la perspective d'un éventuel passage à 44 tonnes. Il y a eu un rapport en 2004, il est toujours disponible en ligne sur le site du CNR. En 2007, on a eu le loisir d'étudier un aspect plus précis et plus empirique qui correspond en fait à la campagne betteravière, parce que ça sera certainement rappelé, mais il y a déjà du 44 tonnes 5 essieux qui circulent. Et là, on a vraiment pu aller confronter notre modélisation économétrique sur du concret mis en œuvre dans des entreprises de transport, et ça a confirmé ce qu'on avait imaginé. Et puis en 2009, le feu Conseil national des transports nous a demandé de réactiver un groupe de transport marchandises avec comme un des sujets d'étude était là aussi le 44 tonnes. Ça a donné lieu à un rapport avec de nombreux experts qui se sont exprimés là aussi sur tous les aspects, aussi l'usure des routes, le bilan socio-économique, ce qui se passe ailleurs en Europe, la réglementation justement poids et dimension, des points sur tout cela. Et c'est un rapport qui est... Alors le CNR n'avait qu'un rôle de rapporteur, on a fait la synthèse d'un groupe de travail avec des experts tous horizons, mais ce rapport est disponible sur le site internet du CNR, et donc tout ce que je vais évoquer peut être retrouvé et relu tranquillement. Karel de Villeneuve, donc je le disais, vous êtes conseiller des transports à l'ambassade des Pays-Bas à Paris. Vous êtes donc un spécialiste du transport. Bon, on verra votre vision tout à l'heure, vu l'extérieur un petit peu du débat français sur le 44 tonnes. Vous avez dépassé déjà le 44 tonnes en dimension, en poids, en tout cas aux Pays-Bas. Oui, c'est vrai. En fait, on a 3 catégories de poids. Plus précis. Il y a 3 catégories de poids. Il y a les 60 tonnes qui sont
autorisés pour les 25,25. Il y a les 50 tonnes qui sont autorisées à l'intérieur du pays et il y a les 44 qui circulent entre les Pays-Bas et la Belgique. D'accord. Donc c'est un peu le cas aux Pays-Bas. Je pourrais, le cas échéant, dire un peu plus sur les 25,25 si ça... D'accord, on va se présenter et puis ensuite on va passer la parole donc à Thierry Bourdillon de la Fédération française de carrosserie. Alors, plus côté partie carrossier, on va dire. Quelle est la position? Donc, en tout cas, on va lancer le débat tout à l'heure, mais de la Fédération. Donc, je représente ici la branche constructeur de la Fédération française de la carrosserie. Ce sont nos adhérents qui sont en contact direct avec les utilisateurs et qui ont besoin aujourd'hui, soit dans le cadre de carrossage, soit dans le cadre de construction de remorques ou de semi-remorques, de savoir ce qu'ils vont avoir à proposer à leurs clients. En ce qui concerne notre profession, nous sommes en faveur d'un maintien de cette règle de 5 essieux et nous sommes prêts, comme nous l'a demandé la DGITM, à proposer des solutions alternatives qui permettront de dégrader le moins possible les routes. Thierry Archambault, la SIAM, donc, je rappelle, la SIAM représente les constructeurs de véhicules industriels étrangers en France. Eh bien, nous faisons un raisonnement très simple. Les perspectives de croissance économique, de l'ordre d'1% par an pendant une vingtaine d'années, conduisent à doubler la quantité de marchandises qui devraient être transportées. Et même si on fait un report modal complet, selon les rêves les plus fous du Grenelle, il restera une quantité de marchandises à transporter par la route extrêmement importante, qui conduirait, si on ne change rien, au doublement du nombre de camions sur la route. Ce qui est impossible vu l'état de la congestion de certains axes et de la congestion urbaine. Donc on est bien évidemment en faveur du 44 tonnes, on est également en faveur du 25 mètres 25 et on est en faveur du 44 tonnes à 5 essieux, tout en étudiant bien sûr des solutions techniques pour que l'agressivité sur la route ne soit pas excessive. Jacques Brunel du CNPA VI, alors vous parlez carrément d'aberration, vous dites que on en fait un produit franco-français difficile ensuite à exporter, à vendre. Oui. On débat de ça tout de suite ou... Non, mais en deux mots, en fait. Oui. En gros, le CNPA, c'est l'organisation professionnelle des distributeurs et des distributeurs de camions. Nous sommes l'interface entre le constructeur et l'utilisateur. Donc, nous prononçons dans cette affaire et je développerai un peu quelle est notre argumentation, mais effectivement, sur un 44 tonnes à 5 essieux, parce qu'il est hors de question de fabriquer un véhicule franco-français qui, sur le marché de l'occasion, quand il sera en fin de vie, ne vaudra plus rien. Alors que les véhicules en fin de vie sont un élément important du bilan des transporteurs quand même, parce que les plus-values, ils y sont. Également, je développerai, je l'ai déjà développé hier auprès du député, c'est qu'on a quand même une inquiétude des coûts supportés par les utilisateurs de camions. C'est l'écotaxe, c'est les 6 essieux éventuellement, ça va être l'Euro 6. Donc, on met à tous les coups des billets de 10 000 sur le prix du camion, quoi. Donc, est-ce que nos clients seront capables d'absorber ces surcoûts imposés par une législation? Donc c'est notre on verra sur les gains de productivité, également sur les coûts avec Exigiray dans un instant. Christophe Tarot, donc directeur commercial de Volvo Truck France. Vous dites qu'on a le savoir-faire, on sait faire déjà des 44 tonnes, en termes bien sûr de... Alors on sait en faire, oui, bien évidemment, puisque, comme le disait monsieur tout à l'heure, en venant des Pays-Bas, il y a des camions qui roulent avec des tonnages qui sont nettement supérieurs aux nôtres. Même chose en Scandinavie. Donc le problème, il ne se situe pas chez les constructeurs. Pas du tout. Il y a un savoir-faire qui est là depuis des années. La Scandinavie roule en 60 tonnes ou 55 tonnes depuis 30 ans. Il n'y a aucun problème technique. Marc Buffenoir, donc responsable homologation chez Scania France. Même discours, même point de vue. Même discours, c'est-à-dire qu'on a des véhicules sur 5 essieux qui ont largement la capacité de tracter 44 tonnes. Maintenant, notre souci aussi, c'est de s'adapter à la fois aux règles et aux besoins de nos clients.
Donc selon les évolutions réglementaires, on sera tout à fait capable, et on est déjà capable de proposer des solutions pour des 6 essieux, si cette loi reste en place, ou on sera capable de proposer d'autres solutions plus évolutives en 5 essieux. On va avoir l'occasion d'en débattre. Alexis Giret, donc directeur du Comité national routier, on va donc présenter en tout cas un rapport, puisque vous avez fait des études sur le 44 tonnes déjà depuis 2004, je crois. Et là, ce qui va nous intéresser, on va en parler dans un instant, c'était de parler des gains de productivité, ce qui intéresse bien sûr le transporteur, gains de productivité net, ceux qui restent en tout cas. Donc il y a des rapports qui ont été faits depuis 2004, je crois, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc le 44 tonnes, il y a moins d'un an, jusqu'en janvier 2011, tout le monde en parlait. Quand on en parlait depuis longtemps, c'était à 5 essieux. Pourquoi ? Parce qu'il a un intérêt, c'est d'offrir instantanément 4 tonnes de plus, soit 16% de gain de productivité brute. Ça permet de réduire la circulation des véhicules. Monsieur a dit l'enjeu. Ça permet d'améliorer aussi, de baisser le prix ou d'améliorer les marges des opérateurs. Tout ça est important et donc il réfléchit depuis longtemps. La limite sur les véhicules actuels à 5 essieux à 40 tonnes, elle est strictement réglementaire. Tout le monde sait aussi que techniquement, les véhicules sont réceptionnés depuis longtemps. Ils sont capables de faire du 44 tonnes. C'est finalement je dirais le format européen. C'est ce 44 tonnes. Les constructeurs produisent pour l'Europe avec une norme à 44 tonnes. Et en France, avec d'autres pays européens, on est limité à 40 tonnes, mais dans d'autres pays, c'est 44. Donc tout le monde sait en France que il suffirait de changer un chiffre dans une réglementation pour que ça passe à 44 tonnes. Mais on est bien un matériel constant. Donc dans une première partie du débat, je crois qu'il faut rester là-dessus. Et donc depuis longtemps, on a dit ce qu'étaient les gains de productivité possibles. Alors il faut sortir de l'approche, on se met dans le point de vue de l'entreprise de transport. Elle va, en première approche, avoir des gains de productivité brute de l'ordre de 15-16%. Mais il y a des surcoûts. On ne peut pas s'arrêter là. Alors les surcoûts, ils sont de l'ordre d'une consommation de gazole supérieure et un surcoût de 7%. Il y a l'usure des pneumatiques qui entre en compte et ça représente un surcoût de 5%. Il y a des surcoûts de maintenance de l'ordre de 1 point supplémentaire. Et il y a surtout un redéploiement des charges fixes de structure de l'entreprise qui alors dépendent de la situation initiale et du nouveau modèle économique. Ça peut varier beaucoup, mais il faut absolument le prendre en compte. Et tout ça fait qu'il reste en net. Alors vous avez normalement à l'écran le net. Ce qui reste en fait pour le transporteur. Voilà, c'est le gain de productivité net en unitaire, à la tonne kilomètre. Alors à la tonne kilomètre, vous voyez qu'on va de 8 à 10 schématiquement. Ce qu'on a fait cette année, c'est les chiffres circulaient entre 9 et 10. On a mis ça aux conditions économiques de janvier 2011 parce qu'il y avait une évolution réglementaire et que le 44 tonnes s'est étendu à 5 essieux aux marchandises en agroalimentaire et en agricole. Et on a essayé d'être un petit peu plus fin et justement de présenter suivant différentes spécialités, que ce soit le savoyard en longue distance et de même en régional. Et on a décliné pour les citernes et puis pour les bennes en régional. Et puis on a décliné aussi en fonction, vous voyez les chiffres 24, 28, 25, 29, etc. Ça c'est l'évolution parce que la situation initiale du véhicule n'est pas toujours la même et les 4 tonnes, selon qu'on est en situation initiale de chargement à 24, qu'on en rajoute 4, qu'on passe à 28 ou qu'on passe de 27 à 31, ça change quand même sensiblement dans les calculs. Et voilà. Disons que chacun peut retrouver là de façon plus fine sa situation, j'espère. Donc ça c'est les gains de productivité. Vous avez étudié également, je crois, les différentes politiques tarifaires. C'est ce qu'on avait, ce que vous avez étudié dans notamment le dernier rapport.
Alors, les partages de gains ou pas d'ailleurs? On a effectivement, parce qu'on a été sur le terrain et les entreprises nous ont signalé ce qu'ils faisaient et parfois même les difficultés, parce qu'il y a des transporteurs qui voient arriver leurs chargeurs en disant je veux les gains de productivité. Alors déjà lesquels? Donc déjà avec ce type de données, ça évite d'avoir à négocier sur la base de 15, parce que si le transporteur rend 15, il dégrade sa marge de 5. Hein, et potentiellement avec des marges de 1 ou 2, il est dans le rouge tout de suite. Hein, c'est même pas envisageable. Donc après, s'il y a négociation, et c'est plutôt autour des gains de productivité nets, on ne va pas donner ce qu'on n'a pas, l'entreprise de transport ne va pas partager ce qu'elle n'a pas. Et là, on a aussi signalé différentes choses qui se faisaient, parce que il y a vraiment toutes les situations. Donc il y a des marchés où finalement le prix unitaire est inchangé à la tonne kilomètre. Si hier le chargeur en achetait 25, aujourd'hui il achète 29, il paye toujours le même prix à la tonne kilomètre. Donc effectivement ça arrange la situation du transporteur et ça ne change rien à celle du chargeur. Il y a des marchés comme ça, notamment en céréales portuaires. Il y a des tas de situations où le client est venu en mettant beaucoup de pression, en disant mais moi je veux une partie de ces gains de productivité. Donc là après ça peut être un partage, on met le curseur où on veut, c'est pas forcément 50-50. Là c'est de l'ordre de la liberté commerciale. Mais ce qu'on a fait dans une note qui sera disponible, c'est qu'on a illustré différentes méthodes. Il y en a au moins 2, je dirais, quand il y a partage. Parce que soit on redécline, on baisse le prix unitaire et on refait une grille complète pour toutes les tonnes du camion, ce qui est quand même gênant si le camion n'est plus chargé complètement. Et si on se retrouve avec un chargement intermédiaire entre 40 et 44 tonnes, potentiellement le transporteur il dégrade quand même sa situation. Donc après il y a une autre méthode qui sécurise un peu le transporteur, qui consiste à faire non pas une deuxième grille, mais avoir la grille de tarif initial et puis d'ajouter les 4 tonnes supplémentaires, de prolonger la grille avec un prix marginal qui se déclenche s'il y a des tonnes supplémentaires et qui permet pour un chargeur en cas de chargement complet de toute façon de payer ce prix optimal, mais en cas de chargement intermédiaire ou même qui reste à 25 tonnes de chargement, donc 40 tonnes de charge totale, ça ne dégrade pas la situation du transporteur. Donc voilà, il y a des choses assez techniques qui sont signalées et qui peuvent être intéressantes. Il y a alors on a signalé aussi des cas, parce qu'ils existent. C'est que des transporteurs sont amenés à baisser leur prix unitaire de l'intégralité des gains de productivité nette. Donc ils offrent tout à leurs chargeurs. Là, je dirais, faut être très prudent là-dessus, parce qu'une entreprise, un transporteur qui fait ça, s'il s'est trompé de quelques dixièmes de points, chouïa sur ses prévisions, sur son modèle, et derrière c'est pour lui. Il a perdu. Je crois que la prudence, quand même, un conseil général, c'est faites d'abord l'expérimentation dans vos entreprises pour voir réellement ce que c'est, ce que ça apporte, avant de parler de négociation. Il y a bien sûr ce cas dont on nous a rapporté qu'il existait, mais qui ne devrait pas exister, c'est le prix complet inchangé. Voilà. Le complet à 40 tonnes, il valait tant, et aujourd'hui, on met 4 tonnes de plus, et il est toujours vendu tant. Alors, les transporteurs à qui on impose ce type de situation, comme je disais tout à l'heure, eux, ils dégradent instantanément leur marge de 5%. Faut qu'ils aient les reins extrêmement solides pour pouvoir le supporter, et ça ne sera pas le cas dans de nombreuses situations. Juste un mot, alors comme c'est quand même le point principal de ce débat, ça c'est donc le 6e essieu. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur le 44 tonnes 6 essieux. Il y a une projection quand même du Comité national routier. Alors, à 6 essieux, on a tenté de donner quelques cadrages. Le problème du 6 essieux, bien sûr, c'est que y a un poids mort en permanence, qu'on fasse du 44 tonnes ou du 40 tonnes. Donc ça dégrade de toute façon les gains de productivité. La réglementation, elle a prévu non plus 44, mais 45, ce qu'on appelle une sorte de tonne bonus. Alors, tout ce que je vais dire, c'est sous réserve, en plus, qu'on fasse une bonne interprétation de la réglementation et que ce soit stable, ça, parce que c'est pas...
Et notamment quand le véhicule est en situation, notamment parce que toutes les marchandises ne sont pas possibles ou parce qu'il va à l'étranger, il va rouler à 40 ou à 41. Alors en France peut-être à 41 et à l'étranger en 40. Tout ce qui est très important dans ces périodes intermédiaires, et sachant que le 44 tonnes n'est jamais universel et possible partout, c'est aussi de raisonner à l'année et que le transporteur sache dans son mix d'activités comment ça va se répartir. Alors, quand il fait du 45 tonnes à 6 essieux, le gain de productivité net, il serait de l'ordre de 8 points, plus 8%. S'il peut faire que du 44, notamment à l'étranger, il est qu'à plus 5. Vous voyez, déjà, l'intérêt relatif de ces deux solutions, c'est 5 contre, tout à l'heure, on était entre 8 et 10. Et puis, si jamais le transporteur se retrouve en situation pour ne faire que du 40 tonnes, lui, là, le gain de productivité, il chute de 6%. Voilà. Et s'il est à 41 tonnes, ce qui sera a priori permis en France, ça sera moins 2. Et donc, il faut vraiment raisonner sur cet ensemble d'activités. Il faut voir si à l'année... Donc là, on voit immédiatement dans les ordres de grandeur que s'il n'y a pas au moins 50% de l'activité dans l'année qui est à 44 ou 45 tonnes, il n'y a rien à dégager. Ce qui va être gagné sur une partie d'activité à 44 tonnes sera perdu sur la partie d'activité à 40 tonnes. Donc pour un transporteur, voilà, situation quasiment neutre avec un 50-50. Il faut être sûr de tout faire à 44 tonnes pour pouvoir avoir un petit peu de gain de productivité et commencer à envisager éventuellement de les mettre sur la table de négociation. Bon, on va essayer de... Juste une dernière chose. Ce qui est important aussi de signaler, c'est deux choses. Le 44 tonnes, qu'il soit à 5 ou à 6 essieux, n'est jamais possible sur toutes les activités. Beaucoup de véhicules sont contraints physiquement en déjà plein. Voilà. Sur les citernes elles sont optimisées pour un certain produit. Quand on est sur de la savoyarde, si on a toutes les palettes, si on a les 33 palettes, si elles sont pleines jusqu'en haut, on n'en mettra pas plus. Donc quand on est atteint la contrainte en volume, il n'y a pas possibilité de mettre 4 tonnes de plus. Le cas où il y a le plus souvent possibilité de mettre 4 tonnes de plus, c'est a priori en vrac solide, mais globalement sur toute la circulation à 40 tonnes, on a estimé le potentiel accessible aux 44 tonnes à 14% de la circulation. Donc ça reste une activité tout à fait marginale potentiellement. Ça, c'est très important. Et ensuite, quand on parle de gain de productivité et éventuellement d'un partage, je dirais il faut que les transporteurs pensent, lorsqu'ils sont en négociation et si ce sujet arrive, à aussi mettre dans les termes de l'échange avec leurs clients les gains de productivité qui sont offerts aux clients. Le client qui reçoit des unités de 44 tonnes fait des économies d'échelle chez lui. Ça lui apporte en direct des gains de productivité et il a aussi un intérêt intrinsèque à ça avant même qu'on commence à toucher au prix. Voilà. On écoutera Karel de Villeneuve dans quelques minutes. Je voulais poser une question à Thierry Bourdillon de la Fédération française de carrosserie. Alors, le dossier 6e essieu avance. Je parlais tout à l'heure du Sénat. Il y aura sans doute un vote début janvier. Je crois que vous m'avez dit, c'est ça, que la direction des routes consultait les acteurs de la profession pour une alternative, ça c'est important, au 6e essieu. On parle de pneumatiques notamment. On peut en dire deux mots, comme ça on aura tous les éléments pour en débattre ensuite. Tout à fait. La DGITM, donc la Direction Générale de l'Infrastructure, des Transports et de la Mer, ont sollicité différentes associations professionnelles début novembre afin de leur demander de proposer des solutions alternatives au 6e essieu. Donc c'est une porte qui est ouverte à la profession d'apporter des solutions. Donc dans les différentes solutions qui ont été proposées, puisque nous en tant qu'association, nous avons répondu fin de semaine dernière, une des propositions consiste à généraliser les suspensions pneumatiques de façon à avoir une meilleure uniformisation de la charge sur les différents essieux du véhicule. Aussi d'éviter par rapport à une suspension mécanique les phénomènes de rebond. Phénomènes de rebond qui peuvent atteindre des valeurs de 5 à 6 G, donc 5 à 6 fois la traction terrestre, et donc dégrader fortement les routes lorsque la roue vient en impact avec la chaussée.
Cela aussi pourrait permettre, lorsque vous attelez une semi, il faut savoir qu'une semi n'est pas toujours attelée au même tracteur. Les tracteurs changent, les hauteurs de sellette, il y a toujours des variations de hauteur. Ces suspensions pneumatiques permettraient aussi de ne pas modifier la répartition de la charge en fonction du tracteur qui est situé devant. Une des deuxièmes solutions consisterait à généraliser l'EBS, qui est un système qui permet un système électronique et qui permet par son système d'apporter des informations au chargeur. En le rendant obligatoire. En le rendant obligatoire, et c'est-à-dire qu'il suffirait. Alors, je sais que déjà certains constructeurs poids lourds le font, oui, mais surtout ont l'information en cabine de la charge sur essieu. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, il suffirait de rajouter un tableau quelque part sur la SMI de façon à informer en tout point le chargeur de la répartition de charge du véhicule. À part ça, respecter les charges, donc avoir des charges sur un tridème de 27 tonnes. Il y a certainement une action à faire sur les pneumatiques. Mais là, je pense que les pneumaticiens sont plus à même que nous de proposer des solutions. Il y a aussi une généralisation peut-être de la mesure de pression des pneus qui permettrait déjà d'être sûr que le véhicule circule dans des configurations les plus optimales. C'est une simple consultation pour l'instant, je crois. Pour le moment, c'est une simple consultation. Donc les constructeurs ont été consultés, non, aussi ? Oui, les constructeurs ont été consultés pour apporter des réponses. Alors la suspension pneumatique généralisée, c'en est une. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, sur un ensemble de 5 essieux, il y a déjà 4 essieux qui sont en suspension pneumatique de manière généralisée, je serais tenté de dire. Donc on ne parle que de l'essieu avant. Bon, si c'est un plus, apportons-le, bien évidemment, on peut le faire. À côté de ça, je confirme qu'on peut avoir des informations en cabine et même, je serais tenté de dire, à l'exploitation en direct via les systèmes d'informatique embarqués pour savoir à l'essieu si on a la bonne répartition des charges. Ça, c'est techniquement complètement réalisable. On le fait déjà. Vous le faites déjà, oui. C'est ça. On le fait déjà. Oui, on le fait déjà. Alors, pas de manière si fine parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui, mais on sait aujourd'hui, dans des tranches de tonnage, on sait mesurer le nombre de kilomètres parcourus par tranche de tonnage. Donc si on doit descendre au niveau de l'essieu, ça pose aucun problème, bien sûr. On a également des systèmes d'informatique embarquée qui permettent de mesurer, de donner l'information au conducteur sur le poids de chaque essieu, y compris les essieux de sa remorque. Donc en termes d'information, il n'y a aucun problème. Après, effectivement, on sait faire aussi des appareils qui permettent de mesurer la pression des pneus. Elle est importante. Il y a des manufacturiers dans la salle, ils peuvent en témoigner, je pense. On sait fabriquer tous ces outils-là. Sachant que le lien entre le camion et la route reste le pneu, bien évidemment. Donc le pneu a un rôle majeur à jouer dans ce dossier-là. Donc Christophe Tarot, donc de Volvo, Scania France, vous êtes prêt aussi, Marc Buffenor, vous êtes responsable homologation chez Scania France. Oui, on va effectivement dans le sens des suggestions évoquées par monsieur Thierry Bourdillon. Et pour compléter, les véhicules, beaucoup de véhicules, la plupart des véhicules remorquants de notre gamme Scania ont déjà l'EBS depuis très longtemps. La plupart des véhicules tracteurs remorquants ont une suspension pneumatique à l'arrière, et ça toujours depuis plusieurs années. Donc on est déjà sur des bases technologiques connues et sur lesquelles effectivement on peut travailler pour convaincre qu'on peut rouler en 5 essieux sans agresser la route de façon importante. Alors, je vais donc passer la parole à Karel de Villeneuve, de l'ambassade des Pays-Bas à Paris. On va jeter un coup d'œil un petit peu de savoir, on le sait déjà, mais savoir ce qui est fait en poids et dimension aux Pays-Bas. Et puis après, on lancera 2 ou 3 idées pour le débat. Allez-y, Karel. Oui. Je vais vous le... Oui, merci Hervé. Pour commencer, on préfère aux Pays-Bas ne plus parler de report modal. On préfère parler de comodalité parce qu'il y a en fait complémentarité entre les différentes modalités de transport
chacun a sa propre valeur et il faut trouver le bon mélange pour chaque transport individuel. Et pour chaque modalité, il faut faire accroître la performance écologique. Donc ça veut dire qu'en partant d'une telle vision, on a eu des études et des débats depuis 1995.